Bonjour, soyez le bienvenu dans cette session de cours sur les réseaux informatiques. Je suis Sofiane Mhatli, l'instructeur de cette science. Donc voilà, comme d'habitude, donc on va voir la finalité de ce cours. Donc ce cours a pour finalité de définir qu'est-ce qu'un réseau informatique et son objectif d'avoir l'utilisation des réseaux, c'est-à-dire à quoi servent les réseaux, comprendre les différentes caractéristiques d'un réseau comme étant les topologies, l'architecture et la taille. Comprenez aussi les caractéristiques des données et comment elles se déplacent sur les réseaux. Vous devez être capable de nommer les différents types spécifiques de support de réseau filaire et sans fil et expliquer comment ça se passe la transmission de données. Après, vous devez être capable d'identifier les protocoles de communication, les normes mises en place pour les différentes utilisations courantes des réseaux informatiques. Et septièmement, on va énumérer plusieurs types de matériel réseau et expliquer le but de chacun. Voilà l'aperçu général de ce cours. Donc, vous devez avoir un aperçu général sur les réseaux. Qu'est-ce qu'un réseau? Définition et architecture d'un réseau. On va voir aussi les applications de réseautage, les caractéristiques des réseaux, ce qu'on appelle la transmission de données dans le réseau, comment ça se passe, les médias du réseau. On va étudier aussi les différents protocoles de communication pour les réseaux et normes existantes, ainsi que les matériels qu'on doit utiliser souvent dans les réseaux. Donc, généralement, on va définir le terme de communication. C'est quoi la communication? En fait, c'est un mot utilisé souvent dans le monde de télécommunication et il s'agit d'envoyer des données d'un appareil à un autre. Donc, on définit deux éléments essentiels ici dans la télécommunication qui est un équipement d'envoi et un équipement de réception ou un service d'envoi, un service de réception. Et donc, et vice-versa, c'est-à-dire l'équipement d'une part et peut-être animateur-récepteur de l'autre part. Et donc là, on va parler ou utiliser le concept de communication dans les réseaux informatiques privés comme les réseaux Internet ou les réseaux téléphoniques. Voilà. Donc actuellement, la communication ou la télécommunication, c'est primordial dans notre vie quotidienne parce que toujours on a besoin d'envoyer un message quelconque d'un humain à un autre ou d'un utilisateur à un autre. Donc comme j'ai dit, on a détaillé déjà le but de ce chapitre sur les concepts de base des réseaux informatiques, les réseaux informatique, les caractéristiques générales des données et des transmissions de données, les différents protocoles de communication et les normes mises en place pour les différents réseaux informatiques. Donc, je vais commencer par les réseaux informatiques. Qu'est-ce qu'on entend par réseau informatique? Donc, l'idée ici sur l'utilisation de réseaux informatiques, pour quel but? Donc, ici, on peut utiliser un réseau informatique pour partager une connexion Internet entre plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire, si vous avez une connexion Internet chez vous, voilà, donc on peut le partager entre différents utilisateurs. On peut faire le partage des logiciels d'application ou d'imprimantes ou d'autres ressources. C'est-à-dire que dans un réseau, je peux avoir une seule imprimante, par exemple, et cette imprimante doit être exploitée par tous les utilisateurs de l'entreprise. Et on appelle ça l'imprimante partagée. On peut faire aussi de la facilitation de la VoIP ou la voix sur IP, c'est-à-dire sur le réseau informatique, c'est vrai, on va envoyer des data, mais on peut envoyer aussi du voix.
du son. Voilà. Donc là, je peux envoyer du VoIP, je peux envoyer de la messagerie, c'est le courrier électronique, de la vidéoconférence et d'autres applications, bien sûr, de communication possibles. Je peux travailler aussi en collaboration. Par exemple, j'ai une base de données partagée dans l'entreprise et je peux accéder à cette base pour travailler, pour créer, pour réviser, etc. Et bien sûr aussi, je peux échanger les fichiers entre les utilisateurs du réseau et sur Internet. Par exemple, je peux faire implémenter un serveur de partage de fichiers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un serveur de partage de fichiers? C'est comme étant un serveur partagé entre les différents membres de l'entreprise, hein. Donc, je peux voir actuellement sur ma machine, si vous voulez, pour le point 1 et 2. Donc ici, donc si vous voulez partager ce qu'on appelle une connexion Internet, vous devez accéder à la rubrique réseau de votre machine. Donc on a ce qu'on appelle Network et Internet Settings, c'est la propriété d'Internet sur votre machine. Il y a le Internet ici, ou le Wi-Fi, ça dépend chacun, ça dépend du réseau, que ce soit filaire ou sans fil. Donc j'ai choisi le réseau sans fil ici. Et là, donc ici, je choisis la carte réseau sans fil. Je dois avoir une idée sur propriété. Donc, je dois sélectionner propriété. Et voilà. Donc, ici, je trouve les paramètres de la carte réseau, mais il y a ici le partage. Vous voyez, c'est sharing. Et donc là, je peux partager cette connexion sans fil avec, voilà, il te dit Allow other users to connect through this computer. C'est-à-dire, je vais permettre d'autres utilisateurs qui peuvent se connecter via Internet, via cette machine. Et donc là, je peux partager, voilà, c'est-à-dire, je peux partager, je suis sur la carte réseau sans fil, je peux partager, par exemple, ici, via les cartes Internet possibles. Ou je peux, par exemple, ici, je peux permettre les autres utilisateurs de désactiver le partage. Voilà. Donc ici, je peux lui donner la permission pour activer ou désactiver le partage via le réseau. Voilà. Un autre point qu'on a déjà vu, donc ici, c'est sur le point de partager les logiciels, la connexion. C'est le premier point, c'est-à-dire partager la connexion Internet entre les différents utilisateurs. Je peux voir aussi le partage des deux fichiers. Par exemple, ici, je suis sur Downloads. Voilà, sur Downloads. Donc, je peux partager tous ces fichiers-là. Donc, je dois toujours mettre ces fichiers-là dans un dossier. Voilà, c'est dans Download, dans le dossier téléchargement. Je peux cliquer bouton droit, propriété, et là, vous avez un bouton qui s'appelle Sharing. Et donc, vous voyez les liens de partage. Donc, je peux sélectionner ces liens et je peux faire Sharing, Share. Et donc, je vais partager ça avec qui? Donc, donc, je peux partager avec des utilisateurs de ma machine, avec les géants, voilà, par exemple, ici, et je peux faire ça. Juste ici, pour avoir un accès, comment on peut avoir accès? Par exemple, je suis là, je peux taper la ligne qu'on a déjà vue, c'est le desktop, c'est ma machine, et ce schéma-là, pour le dossier téléchargement, je fais entrer. Voilà. Donc, je peux accéder facilement aux différents fichiers du partage. Si je suis, voilà, je suis pas dans le CUD de points, mais je suis dans le réseau. Vous voyez le schéma, c'est dans le réseau. C'est comme étant un fichier partagé. Et même si on a un utilisateur sur une deuxième machine, il peut accéder à ce dossier-là via ce schéma. Juste une petite démonstration, c'est comment on peut partager les fichiers ou la connexion Internet. Voilà. Donc, je peux connecter les ordinateurs et les appareils de divertissement. Par exemple, je peux accéder à une console de jeu, à un système stéréo, un TV, etc. Donc, ici, on va discuter maintenant les applications réseau qu'on peut les utiliser sur les réseaux informatiques. Donc ici, là, donc on a plusieurs
applications. Par exemple, l'une des applications, c'est Internet. Donc, Internet, comme vous savez, l'un des plus grands réseaux informatiques du monde. Et là, à travers ce réseau informatique, je peux faire de la recherche d'informations. Donc, je suis en Tunisie, je peux chercher des informations tout au long des quatre pans du coin du monde, hein. Donc, je peux chercher des informations, je peux, par exemple, acheter des produits, je peux acheter des services. On a déjà expliqué ça auparavant. Je peux travailler, je peux jouer, je peux faire des collaborations comme vous, hein, avec vous actuellement. On fait des cours en ligne. Mais il y a plein d'applications de résultats. Je peux envoyer de la messagerie. Voilà, donc on a beaucoup d'utilisation. Il y a aussi le service de la téléphonie. Voilà, donc c'est des réseaux, hein, c'est à la fin, c'est des réseaux de communication, que ce soit 3G, 4G, 5G, deuxième génération, que ce soit de la voix, du son, du voix ou de l'information, c'est de la data. Voilà. On peut utiliser aussi les réseaux satellitaires. Vous connaissez ici les Starsat ou le Thuraya ou autres. Il y a plein de services ou de téléphonie satellitaire. Généralement, on utilise ces éléments-là dans les zones ruraux où il n'y a pas de, c'est-à-dire dans les zones où il n'y a pas de 3G, 4G, c'est-à-dire où il n'y a pas de couverture réseau mobile. Donc, on peut utiliser, par exemple, dans les Sahara ou dans les milieux dans les montagnes, etc. On utilise ces appareils-là. Il y a d'autres réseaux, hein, donc on utilise des réseaux, par exemple, ici, pour la diffusion, on appelle ça la télédiffusion, pour les télévisions, les radios. Voilà. On utilise la bande, dans la bande de fréquence FM, on appelle ça FM, Frequency Modulation. Voilà, c'est dans la télévision radio publique. Il y a aussi les réseaux télévisés par câble, les réseaux télévisés par satellite, les réseaux privés télévisés, ce qu'on appelle CCTV. Voilà, ça dépend. Donc, on peut utiliser aussi les réseaux les utilisés par des entreprises afin de surveillance ou de sécurité. Ils sont également aujourd'hui utilisés pour accès à Internet. Donc, d'autres applications, donc on utilise maintenant les récepteurs GPS, c'est pour se positionner, déterminer la localisation géographique des utilisateurs ou autres. Je peux utiliser les récepteurs GPS montés sur des voitures, on appelle ça le embarqué ou le embedded. On peut utiliser les récepteurs GPS intégrés dans des smartphones. On peut utiliser aussi des systèmes de surveillance. Donc, on peut surveiller euh, les enfants avec, pour déterminer leur emplacement, voilà, des emplacements verts, des emplacements délinquants. Je peux utiliser pour la surveillance dans le smart home. Je peux utiliser, bon, ici sont des applications, donc dans le réseau multimédia, par exemple ici, un périphérique Slinkbox qui est connecté au déverrouilleur domotique de l'utilisateur ou décodeur câblé ou récepteur satellite. Je peux utiliser aussi des logiciels single player qui permet l'utilisateur de regarder et contrôler son système de télévision à domicile à n'importe quel ou une connexion Internet. Je peux utiliser aussi des logiciels, des applications pour la vidéoconférence ou le travail collaboratif. Donc, ici, les élèves de cette classe, donc, ils voient une image projetée sur le biais de professeurs. On appelle ça, c'est de la projection, en fait. Euh, donc, ici, l'instructeur voit une image projetée de ses étudiants et vice-versa. Voilà. Peut-être l'utilisateur n'est pas là physiquement, mais on peut utiliser les réseaux aussi dans les consultations à domicile, à distance. Je peux dans le téléchirurgie. Voilà, il y a plein d'applications dans la médecine. Voilà. Donc, pour les caractéristiques des réseaux, donc ici, on définit généralement deux réseaux. Le réseau, c'est quoi? C'est l'interconnexion de deux éléments informatiques.
Donc, si j'ai deux éléments ou des terminaux qui sont interconnectés entre eux, donc je peux définir ici ce qu'on appelle un réseau. Et donc là, on peut définir des réseaux câblés. Donc, les ordinateurs et les appareils du réseau sont physiquement, ils sont connectés à travers quoi? À travers du câblage réseau. Et voilà, donc ils comprennent bien sûr ici les réseaux téléphoniques conventionnels avec des câbles, avec les réseaux télévisés, avec les réseaux câblés. Donc ces réseaux-là, on les trouve souvent dans les écoles, dans les entreprises, les installations gouvernementaux. Donc c'est plus sûr, hein. Donc généralement, lorsqu'on utilise un réseau câblé, c'est plus sûr que la connexion est stable, c'est plus stable et mieux, bien sûr, sécurisé. C'est plus sécurisé que le sans fil, hein. Donc, parce qu'on ne peut pas faire des écoutes que sur le câble. Mais on peut définir aussi plus, si j'ai besoin de plus de mobilité, je peux définir les réseaux sans fil. Comme vous savez, c'est généralement, on appelle ça les réseaux radio. Et donc, ils sont utilisés pour envoyer les données via en VR, on appelle ça. C'est dans le milieu sans fil, c'est entre, bien sûr, les appareils. Bien sûr, ils comprennent ce type de réseaux, les réseaux télévisés. Donc, généralement, dans les réseaux télévisés, on peut pas faire des câbles entre les stations de télévision et les utilisateurs. Vous voyez, donc ici, il y aura deux sans fil, mais chez l'utilisateur, on doit installer ce qu'on appelle des récepteurs, que ce soit pour les réseaux télévisés ou les réseaux radio conventionnels, ou que ce soit aussi pour les réseaux téléphoniques, hein. Donc, on a des terminaux mobiles ou des smartphones utilisés, voilà, ou des terminaux satellitaires si on sommes dans des zones rurales. Donc, ces différents équipements au réseau sans fil sont trouvés dans les maisons, dans les écoles, dans les entreprises, voilà, dans des endroits publics ou privés. Et donc, ces réseaux sans fil ont l'avantage d'autoriser la connexion facile, c'est-à-dire qu'il y aura avec ces réseaux-là, il y a un degré de pénétration bien déterminé, supérieur au réseau câblé, parce que toujours dans le réseau câblé, on doit faire de l'installation, peut-être de la génie civile, voilà. Donc, mais avec le réseau sans fil, c'est juste, je vais éviter le câblage, les installations câblées, peut-être il y a des obstacles dans les rues, etc., dans des autorisations pour casser quelque chose. Et là, c'est très important d'utiliser les réseaux sans fil actuellement dans notre milieu de travail et on peut donner plus aux utilisateurs, hein, concernant l'endroit et bien sûr, ils peuvent utiliser leur ordinateur, c'est-à-dire on peut définir ce qu'on appelle plus de mobilité au niveau d'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur peut être en mobilité et il peut se connecter facilement au réseau sur son fil qu'on a déjà vu quelques exemples. Donc là, on peut définir les topologies des réseaux. Donc c'est quoi les topologies? C'est-à-dire que comment on peut interconnecter les réseaux entre eux, ou les éléments réseaux entre eux. Généralement, puisqu'on traite les réseaux informatiques, donc les réseaux informatiques, ils sont constitués de quoi? Ils sont constitués par des machines ou des PC qu'on a déjà vus auparavant. Et donc, ces PC-là, ils sont peut-être des PC portables qu'on doit utiliser, comme vous voyez dans cette figure. Donc, ils sont tous connectés. On appelle ça un star, c'est-à-dire que tous les éléments ils sont connectés à un équipement bien déterminé, à eux peut-être les PC, l'imprimante, etc. On appelle ça un réseau en étoile. On peut faire un réseau en bus, c'est-à-dire qu'il y a un câble ou des câbles qui vont traverser ce milieu-là et chaque machine elle est connectée à ces différents types de câbles. On appelle ça un réseau en bus. Sinon, on peut faire un réseau maillé. Mais voilà, un réseau maillé, c'est que une machine est connectée aux autres deux à deux. C'est-à-dire ici, cette machine est connectée à cette machine et cette machine, et vice-versa. Donc, toutes les machines sont connectées deux à deux. Donc, il y a bien sûr des avantages et des inconvénients, hein. Donc, généralement, la topologie la plus recommandée qu'on utilise, c'est cette topologie, c'est les réseaux star. Mais pour éviter le problème de congestion, parce que là, peut-être ici, l'information, elle entre dans un boucle. Vous voyez?
Je vais envoyer cette machine à cette machine. Mais si j'envoie ici, peut-être envoyer ici, peut-être envoyer ici, en diffusion, on appelle ça, il y aura un bouclage et suite à ce bouclage-là d'informations, peut-être il y aura des blocages, etc. Et donc, on doit éviter l'utilisation de ces différents réseaux, ce qu'on appelle maillés. Voilà. Euh, Quoi d'autre? Donc, comme j'ai dit, le réseau en étoile, euh, c'est un réseau, comme j'ai dit, qui interconnecte, euh, on appelle ça Hub and Spoke, ce réseau-là, le réseau en star ou en étoile, on appelle ça Hub and Spoke. Et donc, les équipements de réseau sont reliés à un système matériel central qui est le nœud. Donc, ici, on peut définir le nœud. Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différents éléments du réseau. Donc, généralement, on pratique cet élément peut être un concentrateur, on appelle ça un hub, vous voyez, ou peut-être un commutateur, on appelle, ou un routeur. Donc, cet équipement peut être concentrateur, commutateur, ou ce qu'on appelle switcher, ou un hub. Donc, l'avantage ici de cette topologie. Vous voyez, cette topologie a plusieurs avantages. Par exemple, je peux ajouter facilement des postes. La localisation des pannes, il est facile. Le débranchement d'une connexion ne paralyse pas le reste du réseau, c'est-à-dire je vais débrancher cette machine indépendamment des autres. Voilà. Si on compare même avec les autres topologies, et il y a une simplicité éventuelle des équipements au niveau des nœuds. C'est le concentrateur qui est intelligent. Donc, mais il y a bien sûr, il y a quelques ce qu'on appelle des avantages ou des inconvénients. Si ce concentrateur il est défectueux, tout le réseau il devient en panne. Donc, je ne peux pas envoyer ni de l'un ni de l'autre. Et donc, on doit utiliser plusieurs routeurs ou switches afin de pouvoir communiquer entre les différents types de, euh, de réseaux. Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi la technologie, ce qu'on appelle, juste un moment. Voilà. Bon, il y a d'autres, hein, il y a nécessairement d'autres topologies, ce qu'on appelle en bus. Donc, c'est là. Donc, la topologie en bus est représentée, comme vous voyez ici, par un câblage unique des unités réseau. Il a également un faible coût de déploiement et la défaillance d'un nœud ordinateur ne scinde pas le réseau de deux sous-réseaux. Ces unités sont reliées de façon passive par les dérivations électrico-optiques. Donc, ici, c'est de la dérivation cette dérivation. Peut-être ce câble il est fibré, hein. Et les caractéristiques sont les suivantes. C'est lorsqu'une station elle est défectueuse et ne transmet plus sur le réseau, elle ne perturbe pas sur le réseau. C'est-à-dire si cette machine elle est défectueuse, elle n'influe pas sur le comportement du réseau. Lorsque le support elle est en panne, c'est l'ensemble des réseaux qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire si le support de transmission il est en panne, donc ça ne fonctionne plus. Le signal émis par une station, voilà, et il se propage dans un seul sens ou dans les deux sens, c'est-à-dire comme ça ou comme ça. Si la transmission elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens, toutes les stations connectées reçoivent les signaux. Voilà. Et il y a la technologie. Euh, bon, pour la topologie maillée, comme j'ai dit, elle a besoin de plus il y a beaucoup de grands de câblage ici dans cette topologie. Donc, pour les architectures, on a les architectures client-serveur et on appelle ça, il y a des architectures peer to peer. Donc, l'architecture client-serveur, c'est-à-dire que il y a un client qui se connecté à Internet. Comme vous voyez ici, ce sont tous des clients, client 1, client 2, euh, client 3, qui sont tous connectés à un routeur, comme vous voyez.
Donc, c'est un routeur informatique. Voilà. Et euh, on va se connecter à travers ce routeur-là à un serveur qui existe quelque part sur le réseau, peut-être le réseau privé ou réseau Internet. Voilà. Voilà. Donc ici, je peux bien sûr intégrer des imprimantes partagées, etc. Il y a les réseaux peer-to-peer. Et donc, c'est quoi le peer-to-peer? C'est-à-dire que, il n'y a pas de serveur intermédiaire au milieu de la communication. Il y a du bout en bout. On appelle ça le bout en bout ou peer-to-peer. C'est le plus courant. On utilise cette notation P2P. C'est peer-to-peer, réseau Internet ou réseau de musique. Et ces deux éléments, ils vont se communiquer entre les deux. Voilà. Il y aura une communication deux à deux entre les différents équipements de réseau informatique. Donc, aussi, on peut définir aussi les réseaux informatiques. Il peut catégoriser selon la taille. Donc, il y a des réseaux de zones personnelles. Donc, on appelle ça les PAN, Personal Area Network. Donc là, la distance de couverture elle est très faible. Il y a les réseaux locaux, Local Area Network, ou le LAN, on appelle ça. Donc, il couvre une zone géographique importante, mais relativement petite. Là, dans les LAN, on utilise souvent ça dans les entreprises, dans lequel les utilisateurs ils peuvent échanger des fichiers, ils peuvent échanger des emails, ils peuvent partager des imprimantes ou d'autres matériels. Et bien sûr, ici, on peut définir aussi les accès à Internet. Voilà, donc ici, c'est le LAN. On appelle un exemple de LAN qu'on peut les créer. Donc, vous avez des clients, vous avez un serveur, vous avez un routeur. On peut définir aussi les réseaux métropolitains, c'est un peu plus grand. Il y a aussi les réseaux WAN. Les réseaux étendus, ce sont des réseaux les plus larges. C'est comme le réseau Internet qu'on peut l'utiliser couramment dans nos infrastructures ou nos architectures. Il y a aussi les réseaux, comme j'ai dit, WAN, les réseaux Internet. Donc, le LAN se compose de deux LAN. Voilà, ça dépend, hein. Au plus, qui sont connectés à l'aide des technologies, euh, euh, c'est-à-dire le WAN se compose euh, de deux, comme j'ai dit, de deux LAN ou plus qui sont connectés ensemble à l'aide des technologies de la communication. Internet ou d'autres, hein. Donc, ici, le réseau Internet est plus grand que le WAN. Comme j'ai dit, le WAN, ils peuvent être accessibles au public comme Internet ou ils peuvent être privés et exploités. Donc, ici, il y aura des grands réseaux, ça dépend de leur taille et bien sûr, ils sont utilisés de façon avec une topologie en en maillage. Voilà. Donc là, on peut définir aussi les réseaux intranet. Intranet, c'est un réseau privé à l'intérieur de l'entreprise qui est conçu pour être utilisé par des employeurs d'une organisation. Et un exemple, c'est un petit WAN, c'est un petit réseau Internet. Il a les mêmes configurations que Internet. Il a plusieurs, comme j'ai dit, donc il a plusieurs de nombreux fins, c'est-à-dire buts. Il y a aussi le extranet. Voilà, le extranet, c'est un réseau d'entreprises accessible aux étrangers autorisés. Ils sont généralement accessibles via Internet, c'est-à-dire les gens qui vont accéder à un réseau dans l'entreprise, on le dit extranet, dans lequel, par exemple, si j'ai des fichiers que je vais le mettre ou le partager avec du public de l'extérieur, on appelle ça le extranet. Le Internet, ce sont, par exemple, des serveurs qui sont accédés seulement à partir de l'interne de l'entreprise, comme j'ai dit.
c'est-à-dire pour la sécurité généralement. C'est-à-dire, je mets par exemple une documentation qu'on peut accéder seulement à partir du réseau interne de l'entreprise. Donc ici, l'accès au Internet ou au extranet sont généralement limités aux employés ou autres utilisateurs qui sont autorisés. Vous voyez ici, c'est de l'autorisation similaire à d'autres réseaux d'entreprise. Je peux aussi définir ce qu'on appelle les VPN ou les Virtual Private Network. Et là, pour les Virtual Private Network, c'est un chemin privé sécurisé sur un réseau public. Et comment dirais-je, il peut être configuré pour permettre aux utilisateurs d'utiliser euh, pour un accès privé et sécurisé au réseau de l'entreprise. Voilà. Et là, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque je peux vous donner un cas de figure, c'est-à-dire que vous avez des employeurs dans l'entreprise et un de ces employeurs, il va travailler à partir de sa maison. Et donc là, pour qu'on puisse, cet utilisateur, pour qu'il puisse accéder aux ressources de l'entreprise, il doit accéder au remote avec ce qu'on appelle un Virtual Private Network qui va vous aider de se connecter comme étant vous êtes dans l'entreprise. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un processus de tunneling. Le tunneling, il va nous aider ou il va nous aider pour transporter les données en toute sécurité sur le réseau Internet. C'est-à-dire que les données entre la maison de l'utilisateur et le réseau de l'entreprise, ils sont chiffrés. Vous voyez? Donc, on appelle ça avec des protocoles bien sûr bien déterminés. S'il y a un protocole très recommandé sur le marché qui s'appelle IPsec. Voilà. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est là où on définit la technologie du chiffrement utilisé pour protéger les données de l'entreprise. Voilà. Oui, comme vous voyez, le VPN ils permettent à une organisation de fournir ce qu'on appelle un accès à distance à l'entreprise d'une façon sécurisée avec un coût d'extension physique moins faible, bien sûr. On peut parler aussi de la transmission de données sur le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va transmettre les données sur le réseau. Donc, on définit ce qu'on appelle la bande passante, qui est appelée dB. C'est quoi le dB? C'est la quantité de données véhiculées par seconde ou mesurée par seconde sur le support de transmission. Donc, on dit c'est le nombre de bits par seconde, ou la quantité, généralement, c'est la quantité de données véhiculées sur le- donc sur le support. Mais là, on peut définir, c'est-à-dire, on peut même séparer le mot bande passante par dB. Parce que la bande passante, c'est le maximum qu'on peut le véhiculer sur un support de transmission. Par exemple, si je prends un câble de transmission, par exemple, un câble coaxial ou RJ45 ou autre, donc un support de transmission ou même le milieu sans fil, il a un maximum de données. Donc, il a une capacité. Cette capacité, on la nomme la bande passante. Donc, le but ici, c'est quoi? C'est que qui va envoyer la source des données, elle va envoyer un débit. Vous voyez, c'est le débit, c'est la quantité de l'information. Si cette quantité d'information elle est au maximum, donc on appelle ça qu'on va atteindre la bande passante. Sinon, c'est toujours elle est inférieure à la bande passante parce que nécessairement il y a des bruits, il y a des problèmes ou des soucis toujours sur les supports de transmission ou même les bruits de transmission. Donc ici, on peut définir le KBP, le MBP, le GBP, ça dépend de la quantité d'informations qu'on va lui véhiculer sur le support de transmission. Donc, ça dépend des données ou des informations qu'on va véhiculer. On a ce qu'on appelle, euh, on va définir ce qu'on appelle la quantité de données.
c'est-à-dire que la quantité de données envoyées, par exemple, pour les fichiers texte, ça diffère des fichiers, bien sûr, mobiles. Voilà. Ou les fichiers vidéo. Voilà. Donc, on peut définir dans la transmission de données, on peut définir les signaux de type analogique ainsi que les fichiers de type numérique. Voilà. Donc, les signaux de type analogique, c'est comme étant, lorsque je parle maintenant, lorsque je parle, donc le signal sorti, sorti de moi-même, c'est un signal comme étant analogique. Et dans le système, il va être numérisé. Donc, il y aura un étage de numérisation de mon signal pour qu'il atteigne des systèmes, bien sûr, bien déterminés, où sur le réseau informatique, il est numérisé. Donc voilà quelques exemples. Donc on a des traitements de données ou de séries, c'est-à-dire c'est séquentiel, il y a des traitements de données parallèles, donc il y aura un gain du temps entre les deux. On parle d'une transmission synchrone. Donc la transmission synchrone, généralement, le but c'est de la synchronisation entre la source et la destination. Il y a bien sûr ici, on estime, on cherche que le temps ou le décalage de transmission, il est égal à zéro. Donc, il n'y a pas de décalage. Il y a des transmissions asynchrones. Donc, parce que là, c'est très important. Pourquoi on définit cette synchronisation? Parce que ça dépend de l'application qu'on va estimer. Il y a des applications, par exemple, le VoIP ou la téléphonie, qui doit être synchrone. Par exemple, on ne tolère pas ce qu'on appelle le décalage temporaire des données. Mais il y a d'autres applications qui ne sont pas synchrones, comme la messagerie. Par exemple, j'envoie un email et je ne vais pas attendre 100% qui va être arrivé au temps opportun. Donc, ça dépend. Et donc, ici, on définit aussi une transmission euh, isochrone, c'est-à-dire je vais envoyer toutes les données ensemble. Mais généralement, pour les applications en temps réel, nous sommes dans le cas synchrone ou asynchrone général. Donc ici, on va parler de la méthode euh, de livraison. Donc les méthodes de livraison sont les suivantes. Donc il y a le réseau de communication circuit, le réseau de communication paquet, le réseau de diffusion. Le réseau de communication circuit, il est basé sur ce qu'on appelle des switchers. Et donc là, il y a un destinataire et un expéditeur. Il va renvoyer, donc il va prendre un circuit bien déterminé entre l'émetteur et le récepteur. Celui-ci, l'établissement de ce circuit en rouge est généralement utilisé souvent par des réseaux téléphoniques. Mais si nous sommes dans un réseau paquet, il y aura plusieurs chemins entre l'émetteur et le récepteur. Et c'est très important d'avoir plusieurs chemins parce que je peux gagner du temps. S'il y aura un problème ici, donc de congestion là, je peux avoir plusieurs chemins jusqu'à la destinataire le destinateur. Et un troisième cas de figure, on appelle ça ce qu'on appelle les réseaux de diffusion. C'est quoi un réseau de diffusion? C'est-à-dire que j'envoie les données d'une source à un destinataire bien déterminé. Donc, je vois des requêtes, une requête à plusieurs utilisateurs. Donc, ça dépend de l'application. Généralement, ces deux-là, dans les réseaux IP, ils sont permis. Voilà. Donc, maintenant, on va basculer vers les médias de réseau câblé. Donc, et quels sont les éléments utilisés dans le réseau câblé? Donc, il y a les paires de câbles roulés. Comme vous voyez, l'ensemble des câbles recouverts d'un revêtement en plastique. Donc, il y aura des paires de fils de cuivre qui sont isolés par un revêtement en plastique et torsadés. La plupart des câbles contiennent au moins deux paires. Vous voyez ici, ces deux paires. Il y a aussi les câbles coaxiaux. Vous voyez les câbles coaxiaux. Voilà.
L'ensemble des câbles est recouvert d'un revêtement plastique. Voilà. On appelle ça les fiches PNC, vous voyez. On utilise ça souvent dans les installations ou le câblage télévisé, vous voyez. Euh, on peut utiliser des connexions en fibre optique. Vous voyez, c'est de la fibre optique, des fils spéciaux pour la fibre. Voilà, la fibre optique, c'est le signal ici véhiculé, c'est pas électrique, c'est de l'optique. Donc, l'ensemble des câbles est entouré d'un matériau renforcement et recouvert d'un revêtement plastique. Il y a aussi ce qu'on appelle, pour les réseaux sans fil, il y aura ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Généralement, on a deux fréquences. Pour les réseaux sans fil informatiques, on a 2,4 GHz ou 5 GHz. Mais il y a d'autres, hein. Pour les réseaux télécoms, on a les fréquences UHF, VHF de 180, à partir de 134 MHz jusqu'à la bande 700 MHz. Il y a aussi le bande FM de 88,5 jusqu'à 108,5 MHz. C'est pour les radios. Il y a d'autres, hein, pour les radars, les sonars, etc. Il y a les transmissions radio cellulaires. Donc, la radio, c'est le 3G, le 4G, le 2G, le 5G. Donc, là, on appelle ça les radios cellulaires, c'est-à-dire que le territoire, il est constitué par des cellules, comme vous voyez, des hexagones. Voilà. Et pour chaque hexagone, il est servi par une pylône. Vous voyez la pylône. Et sur cette pylône, il y aura des antennes et des équipements radio qui vont expédier les informations, tous les utilisateurs de cette cellule. Il y a aussi les réseaux téléphoniques, voilà, les réseaux câblés, que ce soit filaires, coaxiaux ou en fibre optique. Il y a aussi des réseaux sans fil, ou ce qu'on appelle les stations satellitaires, c'est-à-dire que je peux avoir une station terrestre, voilà, pour recevoir des informations sur la station. Et là, c'est la station source. Donc, il y aura plus de codes. Donc, envoi-réception, vous voyez, ou vice-versa. Il y a la transmission infrarouge. Donc, la transmission infrarouge, c'est un type de réseau sans fil qui n'utilise pas des signaux dans la bande RF, du spectre électromagnétique. Donc, il va envoyer les informations sous forme des rayons lumineux. Infrarouge, c'est des distances relativement courtes. Donc, la technologie infrarouge ici, elle nécessite une transmission en visibilité directe. Et là, on a de nombreux appareils infrarouges qui utilisent de journée des signaux radio RF à la place. Ils sont également utilisés pour transmettre les données comment dirais-je, entre certains appareils mobiles. Donc, les protocoles qu'on utilise dans les réseaux informatiques, il y a le protocole TCP, c'est pour l'envoi, TCP/IP, c'est pour l'envoi de la messagerie. Euh, voilà, donc je peux envoyer de la messagerie de- 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 d'une destination à une autre. Je peux utiliser, voilà, comme vous voyez ici, je peux envoyer de la messagerie sur un réseau en paquet, vous voyez, c'est-à-dire d'une source à une destination, c'est différents messages, jusqu'à atteindre le GIM qui est sur sa PC de destination. Il y a le protocole Ethernet, c'est le protocole 802.3 qu'on utilise souvent pour les réseaux câblés. Voilà, c'est le réseau câblé, on utilise ça. Ethernet. Il y a le 10 base T, c'est-à-dire que le réseau sur ce câble-là, il est de 10 mégabits. Il y a aussi les standards 100 base T, où il y a 100 mégabits. Il y a le 1000 base T, c'est 1 gigabit de données, vu qu'il y a 10 gigabits Ethernet. C'est 10 gigabits, c'est le débit hein, par seconde. Il y a le 40 gigabits Ethernet, le 100 gigabits Ethernet et le 400 gigabits Ethernet, et même le terabyte Ethernet. Ces deux-là sont, généralement, ils sont
ont un grand succès au côté développement, au côté fibre optique, parce que il est, il est en concurrence avec la fibre optique, mais là, on utilise le réseau Ethernet pour véhiculer des données massives. Il y a aussi les lignes téléphoniques, le courant porteur, c'est-à-dire je peux envoyer des données sur les basses fréquences du courant faible. Il y a le réseau sans fil, 802.11. Il y a le A, le B, le G, le N. Donc ça dépend, hein. Donc on a deux bandes de fréquences, le 2.4 et le 5 GHz, comme j'ai dit. Et sur ces deux-là, je peux définir ce qu'on appelle des canaux de transmission. Et sur ces canaux, je peux envoyer des informations sur les différents types des utilisateurs. Il y a aussi le WiMAX. Donc, le WiMAX, on peut gérer des zones qui sont couvertes par le WiMAX. Ici, c'est une technologie qui a été proposée auparavant pour avoir la concurrence avec 4G définie par les Indiens et les Chinois. Mais voilà, donc actuellement, on a utilisé le LTE, Long Term Evolution, pour les réseaux 4G. Il y a les normes cellulaires, il y a le Bluetooth, le Ultra Wideband. Voilà, ce sont les réseaux domestiques, on appelle ça, des faibles portées 10 mètres. Il y a le Ultra Wideband. Voilà, le Ultra Wideband, ce sont des réseaux sécurisés parce que le signal, il est euh, c'est-à-dire que le signal, le spectre signal, euh, il est verrouillé ou il est utilisé, masqué que dans un spectre de bruit. Comme ça, on utilise toujours cette technologie. Elle a été apparue durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, donc, c'est une technologie à faible interférence euh, éviter pour éviter, comment dirais-je, les interférences. Voilà. Il y a aussi les réseaux wireless SHD ou WiHD. Wi-Fi HD, c'est conçu pour le transfert rapide des vidéos. Il est plus rapide, soutenu par cette grande société. C'est pour les transmissions. Généralement, cette technologie, on l'utilise souvent pour la transmission sans fil Ultra HD avec des transmissions de haute qualité. Voilà. Il travaille vers les 60 GHz. Il intègre un système d'antenne intelligent, voilà, développé par Sony. Il y a d'autres, hein. Il y a la norme Zigbee, Z-Wave, voilà. Donc tout ça, c'est pour ça dépend, hein, des distances faibles. Donc ici, on définit les courtes portées, les moyennes portées, les longues portées. Donc le moyen porté sur le Wi-Fi, le Wi-Fi direct. Wi-Fi direct, c'est le Wi-Fi point à point. Ici, ce sont les réseaux courte portée ou ce qu'on appelle domestique. Donc, le matériel réseau qu'on utilise, donc souvent, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise au niveau de la machine PC, on a ce qu'on appelle la carte réseau. Donc, vous voyez, il y a des cartes réseau Ethernet, les cartes réseau sans fil et les cartes virtuelles, ce qu'on appelle des adaptateurs, ou on peut acheter des adaptateurs micro USB Wi-Fi. Vous voyez ici. On peut avoir des adaptateurs Wi-Fi USB traditionnels, des adaptateurs de ligne électrique pour le courant CPL, adaptateurs Wi-Fi traditionnels 802.11, des modems câblés Ethernet, c'est le modem Internet. Voilà, ce sont des modems ou routeurs sans fil. On peut interconnecter les machines avec des réseaux filaires, c'est-à-dire avec un tronçon de câble J45 ou un modem fournit accès à Internet. Donc ici, avec ce port jaune-là, donc on peut utiliser les routeurs au débit mobile. Donc il y a aussi des routeurs sans fil. Voilà, donc il y a plusieurs terminaux qu'on peut l'utiliser comme étant des produits ou dans les installations Internet domestiques, que ce soit câblé ou sans fil à travers plusieurs moyens d'interconnexion. Voilà, exemple, un produit routeur sans fil. Donc ici, qui est connecté à un modem par câble. Ici, c'est le fournisseur de services Internet, des routeurs,
des, euh, des serveurs, etc. Et là, je suis connecté vers les terminaux de façon sans fil. Je peux se connecter aussi de façon câblée. Voilà. Donc ça dépend. Donc vous voyez, vous avez plusieurs types d'architecture qu'on peut les exploiter sur nos infrastructures modernes. Donc, il y a autre type de matériel réseau qu'on peut l'utiliser. Il y a les répétiteurs. Donc, ici, si le signal, après 50 mètres ou 100 mètres dans le réseau LAN devient faible, donc je peux utiliser des répétiteurs pour augmenter la portée des informations. Ils sont disponibles sur les réseaux câblés et les réseaux sans fil. Donc, on peut faire des répétiteurs pour les réseaux câblés et les réseaux sans fil. On peut aussi implémenter ce qu'on appelle on peut faire de la prolongation des portées, c'est-à-dire étendre la portée avec des concentrateurs bien déterminés ou des amplificateurs généralement. Il y a les antennes, elles ont plusieurs variétés de formats. On peut les classer sur des antennes de type directionnel ou omnidirectionnel. Les antennes directionnelles, ce sont des antennes directives, c'est-à-dire on voit dans un seul sens avec une directivité très importante. Ces antennes omnidirectionnelles, ce sont des antennes qu'on utilise souvent pour envoyer les informations dans tous les sens, mais avec une directivité moins faible. Donc ici, les antennes directionnelles ont une plus grande portée que les antennes omnidirectionnelles. Voilà, comme j'ai dit. La puissance d'antenne est mesurée en décibels. Il y a aussi des antennes qu'on appelle MIMO. Donc, les antennes MIMO, c'est-à-dire, au début, je peux en travailler sur une seule antenne, mais maintenant, je peux envoyer sur deux antennes ou une matrice des antennes à la fois. Donc, certains routeurs qui ont ce sont des équipements avec deux ou plus trois antennes, surtout pour la norme 802.11.1 et 802.11.1. Et là, c'est plus de portée et il y aura une grande portée et plus de connexion au niveau de rapidité. On définit aussi les multiplexeurs et les concentrateurs. Et donc, le multiplexeur, c'est quoi? C'est un appareil qui combine les transmissions de plusieurs appareils différents et les envoie en seul message. Quelle que soit la manière dont les signaux sont envoyés, lorsque le signal combiné atteint sa destination, les messages individuels sont séparés de l'un et l'autre. Donc, le concentrateur ici, c'est un équipement informatique qui combine plusieurs messages et l'envoie via un seul support de transmission. Donc, j'ai plusieurs inputs et une seule output en destination. Voilà, on a terminé cette partie et à tout. Voilà, donc je vais continuer avec une démonstration pratique sur la partie réseau. Donc ici, pour vérifier les cartes réseau sur votre machine, par exemple, je prends une machine Windows 10, soit je peux avoir ici, donc vous avez l'icône sans fil, et donc je peux choisir le Network and Network Settings, c'est le paramétrage réseau et Internet. Après, vous avez le statut de votre réseau. Donc, vous avez les propriétés, vous avez aussi le réseau sans fil, s'il est activé. Sinon, si vous avez de Internet, Ethernet, c'est le réseau câblé. Il y a aussi le dial-up, c'est un modem téléphonique. Si je branche la machine PC à un modem téléphonique, ou je vais utiliser un VPN. Le VPN, c'est un réseau, comme j'ai dit, dans la partie T-Rex, c'est sécurisé. Je vais établir un tunnel, on appelle ça VPN chiffré avec le protocole ou le set, la famille de protocoles qui s'appelle EPSEC. Voilà, je peux faire aussi la machine, je peux partager l'Internet ici de la machine avec mobile hotspot. Donc ici, je mets share my Internet, c'est-à-dire partager mon Internet. Donc, la connexion Internet ici, c'est Wi-Fi. Voilà.
Et je peux aussi faire modifier. C'est-à-dire, le nom du réseau partagé, il s'appelle par exemple desktop 8761 et je donne le mot de passe. Et les bandes de son, le bande de réseau qu'on a déjà vu en classe, ce sont que ce soit 2,4 GHz ou 5 GHz, c'est de votre choix. Tu peux choisir la première, la deuxième ou laquelle qui est disponible par défaut et tu vas faire sauvegarder. Comme ça, tu vas partager la connexion et vous avez la possibilité de connecter, vous voyez, euh, 8 équipements. C'est-à-dire que 8 équipements ou devices qui peuvent se connecter à votre machine ici, à ce PC portable, suivant ce partage de réseau Wi-Fi. Voilà, à travers la carte Wi-Fi. Donc ici, c'est une méthode de partage de la connexion. On a aussi le proxy. On peut utiliser ce proxy-là. C'est un serveur, en fait, à partir duquel je peux faire de la connexion. C'est-à-dire que on va se connecter à Internet toujours à travers ce proxy-là. Dans certains cas, on a besoin de ce proxy server. On doit le configurer en local avec une adresse IP et un port bien déterminé. Voilà. Tout ça, c'est une méthode graphique. Si vous voulez, par exemple, pour moi, j'ai une connexion sans fil, comme vous voyez ici. Je peux aller Change Adapter Option. Et là, j'ai les réseaux, tous les réseaux possibles, câblés ou sans fil. Donc, actuellement, j'ai cette carte réseau qui est un réseau sans fil. Et voilà, il y a des réseaux qui sont virtuels, mais il y a des réseaux câblés aussi, mais j'ai pas de réseau câblé actuellement. Voilà, je peux voir la propriété. Et donc, dans cette propriété, je peux avoir, voilà, la connexion, le paramétrage de la connexion. Donc ici, actuellement, comment ça se passe? Juste pour vous mentionner le schéma, je suis ici, c'est ma machine. Ma machine, elle est connectée à travers un réseau sans fil via un modem Internet. Et ce modem-là, il est aussi sans fil. C'est un modem qu'on appelle ça 4G box. Et c'est-à-dire à l'intérieur il y a un puce 4G. Vous voyez, branché à l'alimentation. Et comme ça, j'obtiens l'Internet sur ma machine. Voilà. Donc c'est ça la topologie, voilà, évoquée. Et donc là, cette machine, ce modem-là, il a une plage d'adresse. Donc la caractéristique du modem, c'est quoi? Donc, on trouve dans le modem une adresse IP publique. C'est l'adresse avec laquelle on a acheté l'abonnement à partir de l'opérateur ou le fournisseur de services Internet. Et on a aussi une adresse IP, comment? Privée. Et l'idée ici, c'est quoi l'adresse IP privée? C'est-à-dire que pour que les machines, peut-être actuellement j'ai une machine, mais si j'ai par exemple plusieurs machines à l'intérieur dans mon réseau, donc ici j'ai mon réseau LAN, on appelle ça le LAN. Comment ces différentes machines vont se connecter si on n'a pas de ce privé-là? Donc, on a une seule adresse. Donc, une seule adresse, il est déjà octroyé à ce modem-là. Donc, je ne peux pas se connecter. Donc, même ici, donc, ça sera un problème de connexion. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'allouer à ces machines-là une adresse privée. Vous voyez? Donc, ici, donc, je fais l'affectation. Vous voyez ici. Donc, chaque machine elle a une adresse IP comment? Privée. Et cette machine aussi. N machines, ils ont tous des adresses IP privées. Et l'octroi de ces adresses IP privées, il est fait par qui? Soit de façon statique, donc il y a deux méthodes en fait. Il y a une méthode statique, c'est-à-dire une méthode statique, c'est-à-dire ici, par exemple ici,
Je vais aller aux paramètres réseau. Voilà, vous voyez ici. Et je vais mettre cette option. Et là, je mets l'adressage IP privé. Et comment on peut faire ça? Il faut au début déterminer l'adresse IP privée du modem. Donc, au début, donc avant, parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est que ces différents réseaux, ils doivent être dans la même plage. Vous voyez, ces réseaux-là doivent être dans la même plage. Donc, pour affecter ces réseaux-là, donc, soit d'une façon statique, c'est-à-dire, j'obtiens l'adresse IP, je détermine au début l'adresse IP de votre modem et après, je fais une affectation des adresses privées des machines dans le même réseau de modem. C'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est un adressage, on appelle ça dynamique. Vous voyez, c'est dynamique. On appelle ça DHCP. C'est Dynamic Host Configuration Protocol. Et, et là, dans l'adressage dynamique, c'est juste le modem ici. Il va affecter d'une façon dynamique les adresses IP. Donc, c'est la charge de modem. Donc, il va affecter une adresse ici, etc. Donc, ça dépend. Et donc là, je peux écrire ici qu'il s'agit, voilà, euh, DHCP. Voilà, voilà. Et donc, pratiquement, comment on va faire? Donc, ici, cette option, c'est obtient, on va obtenir une adresse IP automatique. Voilà. Sinon, j'obtiens une adresse IP privée. Et pour déterminer l'adresse IP, on a deux terminaux. Soit j'utilise le CMD. Donc, ici, je vais effacer tout ça. CTRL Z. Hmm, voilà. Donc, ici, soit j'utilise le CMD de commande prompt ou le PowerShell. Il y a deux en fait, hein. Le PowerShell, c'est un terminal de Microsoft avec cette interface. Donc, comment je tape pour obtenir l'adresse IP? Il y a une commande qui s'appelle ipconfig. Et là, puisque je suis dans l'adaptateur sans fil, donc je suis connecté, donc dynamiquement, comme j'ai dit, c'est d'une façon dynamique. Donc l'adresse IP octroyée, c'est celui-ci. Le masque de ce réseau, c'est celui-ci. Et l'adresse de mon modem, vous voyez, c'est le default gateway ou ce qu'on appelle la passerelle par défaut. Elle obtient le 192.168.0.1. C'est-à-dire, si vous voulez configurer manuellement les machines, tu vas affecter, hein. Vous avez du point 2 jusqu'à point 254 à peu près, c'est-à-dire ici. Et les adresses IP, on peut l'octroyer à partir de 192.168.0.2 parce que le point 1, il est déjà affecté au modem. Jusqu'à, vous voyez ici, 192.168.0.254. Tous ces plages-là, ce sont des adresses. Il y a une seule plage, mais toutes les adresses dans ces plages ce sont des adresses, comment dirais-je, valides. C'est-à-dire, on peut l'affecter facilement à une machine, bien sûr, dans le réseau, sans aucun souci. Bien sûr, une machine, elle a besoin d'une adresse IP, d'un masque. Le masque de ce réseau, ici, c'est 255, pas 255, 255. Et on a besoin d'un gateway ou passerelle, on appelle ça passerelle. Et l'adresse de votre modem, l'adresse privée, c'est 192.168.0.1. Vous voyez, et comme ça, vous pouvez configurer, que ce soit d'une façon statique ou dynamique, l'adressage réseau sur vos machines, c'est-à-dire sans aucun souci. Et bien sûr, la configuration, ça passe bien. Voilà. Si vous voulez, on fait une petite démonstration. Actuellement, la machine, elle a l'adressage de 178. Donc voilà. Donc actuellement, la machine, elle a
une adresse ici, c'est 192. Vous pouvez bien sûr le tester après, hein, dans la partie pratique, 178. Je vais modifier cette adresse par une adresse dynamique, par exemple, point 2. Comment je peux modifier? Donc, je vais aller voir ici, TCP/IP. Je fais ça de façon pas statique. Je tape 192.168.0.2. Voilà. Et je tape la gateway. La gateway, c'est l'adresse de qui? Du modem Internet. Point 0, il est déjà donné 1. Point 1. Hop. Voilà. Est-ce que la machine elle est connectée à Internet? On peut vérifier. Voilà. Il est connecté. Il est bien connecté à Internet. Voilà, je peux naviguer. Quelle est la nouvelle adresse? Donc, je peux taper ipconfig. Et voilà. Vous voyez ici, la nouvelle adresse, c'est le point 0.2. C'est-à-dire, j'ai modifié la plage du réseau du LAN de l'entreprise vers la plage 0.2 et de façon statique. Au début, c'est dynamique. Et je peux euh, refaire ça pour qu'il puisse être de façon, bien sûr, dynamique parce que je déplace chaque fois. Et là, je fais ça de façon dynamique. Il n'y a aucun souci, hein, parce que c'est clair, on a. Donc, vous pouvez prendre un peu de temps pour faire cette démonstration. Donc, vous avez du temps à louer pour les démos. Voilà. Donc, je vais continuer aussi ici sur le PowerShell. Vous connaissez le PowerShell, c'est le syntaxe de Microsoft. C'est un tool utilisé par Microsoft pour administrer à partir des lignes de commande les machines ou les services de Microsoft. Donc là, je peux taper ipconfig aussi. Voilà, c'est une même, hein. C'est la même configuration. Il va déterminer, puisque je suis connecté avec la carte sans fil, je peux déterminer l'adressage réseau de la machine sans aucun souci. Comme vous voyez ici, l'adressage il est bien configuré sans aucun problème. Bien sûr, ici, la commande elle va vous donner les différentes cartes réseau existantes, hein. Par exemple, ici, il va donner les cartes réseau VPN, Ethernet. Je n'ai pas de Ethernet. Il va le OpenVPN, les cartes réseau locaux, les réseaux virtuels, etc., etc. Mais ce n'est pas la peine parce que j'utilise actuellement son. Voilà. Si vous voulez avoir plus de détails sur la commande ou sur les cartes réseau, on peut faire le slash all, c'est-à-dire ipconfig slash all. Il va détailler, par exemple, ici, vous voyez, si on compare des réseaux, le sortie de ipconfig et ipconfig slash all, on peut voir, hein, donc ici, il va décrire votre carte réseau, c'est quoi? C'est ma carte réseau, c'est-à-dire, c'est de type Realtek Wireless LAN 802.11.a.c. On a déjà vu ça en classe, les réseaux sans fil. Ce réseau sans fil, il a une adresse IP, une adresse physique, on appelle ça l'adresse MAC. Donc, c'est l'adresse ce qu'on appelle constructeur. Il est affecté par défaut sur les systèmes ou sur les différents cartes réseau. On a déjà vu que le DHCP, il est activé yes. Tout ça, c'est l'adressage, on appelle ça IPv6. Bon, en fait, ici, dans l'adressage, il y a 10 types, hein. Il y a l'adressage 32 bits, on appelle ça le IPv4. Et il y a aussi l'adressage 128 bits, on appelle ça ce qu'on appelle le IPv6. Vous voyez? Donc, c'est purement de IPv6 sur 128 bits. Quoi d'autre? Euh,
Il y a aussi le IPv4 adresse. Donc, comme vous voyez, on a déjà vu ça, c'est 178. Le masque, bon, ce sont les paramètres du serveur DHCP, la DHCP server, le DNS server, etc. Il y a aussi d'autres paramètres, comme vous voyez ici, c'est pour d'autres cartes réseau. Voilà. Donc maintenant, je vais basculer un peu sur la partie topologie des réseaux. Donc, pour faire des topologies sur réseaux qu'on a déjà vu en étoile, en bus, etc., je vais utiliser un tool qui s'appelle Packet Tracer. Vous pouvez le télécharger à partir de Internet, c'est gratuit. C'est un tool de Cisco. On appelle ça Cisco Packet Tracer. Donc, je peux, voilà. Donc, je dois se connecter avec un compte, bien sûr, pour avoir un compte sur NetAcad. Je me connecte avec un login et mot de passe. Voilà. Donc ici, c'est un logiciel qu'on peut l'utiliser. Donc ici, pour la partie gestion du réseau, vous avez les différents équipements. Donc vous avez ici les équipements réseau. Bon, puisqu'on en travaille actuellement sur le réseau, donc on doit connaître bien les éléments de base du réseau. Mais c'est pas quelque chose de détaillé ou c'est-à-dire c'est juste les équipements essentiels. Donc pour nous, on va travailler avec le un device ou les terminaux. Vous voyez, on a des PC, des laptops, des serveurs, des printers, des VoIP devices et des tablettes, etc. Et vous pouvez faire de la même façon qu'on a déjà vu en classe. Donc voilà, donc, vous avez par exemple ici quatre machines. La première topologie qu'on a déjà vue, c'est quoi? On a vu la topologie, voilà ici les connexions. Donc, si vous choisissez les connexions, donc on va choisir des connexions automatiques, des port console, des copper, le copper crossover, fiber, phone, câble téléphonique, coaxial, DCE, DTE, octal. Mais voilà, on peut choisir celui-ci. Donc, on a vu la structure maillée, c'est-à-dire que je vais brancher les différentes machines deux à deux. Et là, il te dit, vous n'avez pas de port, c'est-à-dire que euh, la machine, cette machine, elle n'a pas de port. Et donc là, il faut peut-être ajouter, euh, donc ici, voilà. Vous avez par défaut une carte réseau, et on a ajouté une autre carte réseau. Je dois vérifier toutes les autres machines hein, parce que c'est très important. Mhm. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des modules PT. C'est quoi le PT? Il te donne ici la description, vous voyez ici. Microphone. Hmm. Voilà, il y a des cartes, gigabit Ethernet. Donc tout ça, on peut l'utiliser. Hmm. Mais là, juste pour vérifier bien. Hmm.
Je peux mettre peut-être, et je vais choisir tous des laptops. Voilà, voilà. Et là, je vais ajouter, hmm, j'ai ajouté des cartes réseau. Et là, voilà, je fais comme ça pour la liaison. J'ai dit le câble n'est pas plus connecté. Hmm, donc, le câble déjà connecté sur lui. Hmm, vous voyez, on a une seule interface qui est Fast Ethernet 0. Hmm, voilà, je peux faire comme ça. Bon, c'est 2 à 2. Vu que cette machine n'a pas de carte réseau supplémentaire, c'est ça le souci. Comme vous voyez, il n'y a pas de, bon, il n'y a pas d'un emplacement pour des cartes supplémentaires. Il y a seulement ce module. Donc, mais réellement, je fais une liaison 2 à 2. Si cette machine elle a plus de cartes réseau, je peux bien sûr interconnecter plus d'une machine, juste d'un câble. Donc, par défaut, ici, vous voyez face Ethernet 0, mais on n'a pas de modèle avec, comment dirais-je, des cartes. Hmm, bon. On n'a pas de modèle où les cartes ils sont avec des cartes, c'est-à-dire avec plus de 2 cartes, parce que pour chaque carte, on a besoin d'un câble. Voilà, comme vous voyez ici, on a une carte ici, une carte ici qui sont un peu qui sont connectées en fait. Mais il y a aussi la topologie, peut-être qu'on va le faire, ça sera mieux adapté. On a déjà vu les switchers. Vous voyez les hubs, les wireless, les hubs. On a déjà vu le hub, PT hub, repeater hub ou coaxial hub. Les repeaters qu'on a déjà vu, on a parlé, qui vont faire de l'amplification de signal. Sinon, on peut choisir des switchers. Voilà, comme ça. Et là, on parle de la topologie en étoile qui sera menée. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer
le câblage. Hmm. Donc, je passe le câblage ici. Et à la place de câbler les e-terminaux 2 à 2, etc., je fais un câblage ici à ce switcher-là. Vous voyez? Hop, voilà. Et donc là, on a créé une topologie comment? En étoile, centralisée. S'il y a un souci ici, donc toutes les machines, il n'y a plus de communication entre les différentes machines, hein. Et donc là, je peux vérifier, hein. Donc, CLI. Bon, ici, on ne va pas entrer dans la configuration du switch, l'algorithme, le fast Ethernet, le 0, le 3, sont tous en. Voilà, tous les ports sont actifs. Voilà, actuellement, tous les ports sont actifs. Et maintenant, si tu envoies quelque chose de cette machine, il va transférer vers les autres machines ou la machine cible. Mais ça dépend, hein. Donc, ici, on doit rentrer dans les spécificités techniques de ce switcher pour qu'on puisse, bien sûr, envoyer dans certains cas, on peut créer des VLAN, des Virtual Local Area Network, etc. Mais voilà, juste maintenant, on va voir, on a vu la topologie. Donc ici, voilà. Hmm, hmm, ouais, hmm. Il demande de la configuration des adresses IP, vous voyez. Et là, si tu veux configurer les adresses IP, vous pouvez faire comme ça. Donc, hmm. Et bien sûr, il faut sauvegarder si vous voulez les fichiers. On va faire comme ça. Typer, par exemple, étoile pour éviter la suppression de votre config. Mais là, hmm, voilà. Il faut configurer l'interface Fast Ethernet 0. Ajouter une adresse, par exemple, 192.168.1.1. Le masque, c'est par défaut. Voilà. Ici, c'est 192.168.1.2. Le masque, 1.2. Je vérifie, hein. Ah oui, 192.168.1.1. Celui-ci, 192.168.1.3. Voilà. Et celui-ci, c'est 192.168.1.4. C'est-à-dire, j'ai fait une affectation d'un simple réseau. Maintenant, je fais comme ça. Je fais le ping, la destination. Peut-être c'est le 1. Je vais tester avec le 1.3. 468.1.2. Interséquence number one. Quelle value? The time.
10 secondes. Hmm. Voilà, vous voyez ici, c'est successful. Vous voyez, bon, on ne peut pas le voir graphiquement, mais là, il dit, la machine 3, la source de 3, a fait un ping, un test de connectivité avec le 1.3, ce qui est cette machine, le 2. Et voilà, il y a une réponse. Donc, il y aura une connectivité. Le ping ici utilisé, c'est juste pour créer, pour tester la connectivité de Z. Si cette machine il est bien connectée à cette machine, oui ou non. C'est tout, hein. Voilà, ici, j'ai fait un autre ping. Vous pouvez utiliser cette messagerie, ce message ici pour tester. Voilà, voilà. Il te donne la destination. Vous pouvez tester 2 à 2. Voilà. Il n'y a aucun souci. Toute l'architecture, ça fonctionne bien. On a les retours et vice-versa. Voilà. Donc, ça se fait successful. Bien sûr, pour les autres topologies, vous pouvez développer vos propres architectures, en bus, etc. Donc, je vais laisser ça, c'est comme un travail à la maison. Donc, vous devez développer vos propres architectures. Voilà, pour voir, bien sûr, manipuler un peu le logiciel pour bien comprendre ce câblage, etc. Donc, j'espère que cette séance, elle est claire, elle est bénéfique pour vous côté réseau, côté les éléments de réseau dont, bon, on a traité seulement le réseau LAN ici sur la partie pratique, mais vous pouvez tendre vers le réseau WAN, etc. Ou autre. C'est à vous de choisir de créer vos propres réseaux. Donc, vous pouvez manipuler un peu le logiciel. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.